Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque dimanche pour ce spécial éducation. Merci pour vos questions. Vous savez que vous pouvez retrouver La vie en mieux, question d'éducation sur l'appli et bien évidemment sur le site internet sudradio.fr. Les questions nous touchent tous et aujourd'hui particulièrement nous sommes mobilisés face à cette actualité qui nous oblige à nous intéresser à la santé mentale des jeunes, qui devient un sujet récurrent et surtout un vrai problème de société. Qu'on parle d'Elias, 14 ans, qui succombait à sa blessure pour ne pas avoir donné son portable à son agresseur, ou la petite Louise, 11 ans, qui a reçu plusieurs coups de couteau en suivant naïvement Owen, 23 ans, qui avait soi-disant perdu quelque chose et qui en fait avait juste besoin de déverser sa colère après avoir perdu un jeu vidéo. Ou bien que l'on parle encore de la jeune Lorraine à Nantes et des 3 blessés. Lorraine est décédée après avoir reçu 57 coups de couteau dans son lycée devant des tiers présents. Depuis quelques années, force est de constater une augmentation très inquiétante de la violence chez les jeunes, souvent de plus en plus jeunes. Cette violence et toutes les questions qu'elle suscite nous interpellent forcément, nous obligent à nous mobiliser pour comprendre les causes, les responsabilités, les actions aussi peut-être, qui peuvent être entreprises pour sortir de cette spirale infernale. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, je suis aujourd'hui avec Brigitte Pro, enseignante, formatrice à l'Institut supérieur de pédagogie de Paris, et le docteur Marilyn Baranès. Bonjour. Bonjour. Expert, alors spécialiste des traumatismes et experte judiciaire sur... Eh bien, on va essayer de mieux comprendre ce passage à l'acte criminel, à l'acharnement, pour essayer de comprendre, c'est vrai, ce qui se passe dans l'esprit de ces jeunes adolescents meurtriers. Brigitte Pro, si on se positionne un peu en tant que spectateur face à cette escalade de violence, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'il n'y a plus de règles aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de filtres, il n'y a plus de conscience du bien, du mal? Alors effectivement, toute une génération d'adolescents, là, vit quoi? Le fait qu'il n'y ait plus de filtre entre eux et le monde. C'est-à-dire lorsqu'on leur a mis dans les mains, dès la petite enfance, une boîte de Pandore ouverte, hein, en quelque sorte, c'est-à-dire le portable, le smartphone, les adultes ont été pris de court dans la société. Ils ne savaient pas ce que ça signifiait que de leur mettre ça dans les mains. Donc il y a effectivement à la fois des adultes absents, à la fois ils ont ça dans les mains, donc ils prennent de plein fouet le monde dans la figure, si j'ose dire. Alors il y a le pire et le meilleur, hein, sur ces smartphones, simplement ils ont besoin forcément d'un accompagnement, et ce que dit Marcel Ruffo, hein, cette semaine, c'est effectivement qu'avant 15 ans, eh bien, cela pose question, et là j'adhère tout à fait à cela. Ça fait 10 ans, effectivement, moi, dans ma pratique de psychopédagogue et d'enseignante, que je perçois qu'il y a une confusion du réel, c'est-à-dire peu, finalement, ont véritablement accès au réel, et il y a, comme vous le disiez, la notion du bien et du mal dans notre société. Elles ne sont pas clairement identifiées, ces notions-là, c'est-à-dire on a perdu dans notre société le bien commun, hein, c'est-à-dire il y a autant de bon sens que d'individus, il y a autant de notions de bien et de mal que d'individus. Donc lorsqu'on parle de repères, en fait il y a énormément de repères, donc pas du tout en termes de cadre et de sécurité intérieure, en fait. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents, en fait, ne font pas leur travail, devraient être plus attentifs, en fait, à tout ça? Alors, les parents, bien sûr, font ce qu'ils peuvent, a priori, avec des fractures, des divisions pour eux-mêmes, une fracture de la société. Simplement, le fait même qu'ils aient ce smartphone dans les mains, alors même que les adultes n'en connaissent pas tous les aboutissants, eh bien, forcément, ça a mis ces enfants-là en position de toute puissance. Et c'est vrai que l'éducation
qui a été effectivement à l'œuvre là, c'est plutôt une éducation à la négociation plutôt qu'une éducation au sens parent-enfant. C'est-à-dire tous ces enfants qui sont devenus des adolescents sont devenus des référents. On parlait de l'enfant roi, là ils sont référents, comme s'ils avaient le code du monde d'aujourd'hui et que les adultes finalement s'effaçaient un peu. Donc il y a vraiment une question pour nous tous aujourd'hui. Marilyn Baranès, est-ce que ces enfants qui deviennent des ados meurtriers, est-ce qu'ils ont ça? Est-ce que finalement ils ont ça en eux, ou est-ce que c'est quelque chose qui se construit en fait avec le temps, face à des frustrations, face à un mal-être? Oui, c'est toujours une question de construction. Il n'y a pas un gène de violence et un gène de perversion et un gène. Il n'y a pas. Donc c'est une question de construction. La construction, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Et c'est Sartre qui dit une phrase que moi j'aime beaucoup et qui dit: l'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, l'important est ce que nous ferons de ce qu'on a fait de nous. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, d'abord, quand un enfant qui se construit, il va se construire avec quelque chose de l'ordre de la transmission. Il voit, il ressent, il vit, et il est donc empreint de ce vécu-là. Et là où la construction intrinsèque joue un rôle important, c'est que on est quand même avec je veux dire, des traits de personnalité qui vont s'affiner. Donc il y a des enfants, par exemple, qui dorment plus que d'autres. Il y a des enfants qui ont besoin de pleurer plus que d'autres. Donc nous avons quelque chose qui est à nous. Et donc, en fonction de la représentation, de l'interprétation, qui n'est pas quelque chose de conscient. On ne se dit pas, tiens, aujourd'hui, comment je vais interpréter le fait que mon père embrasse ma mère ou que mon père crie sur ma mère ou inversement. Donc, cette interprétation, cette représentation d'un vécu qui est là, c'est cette fameuse transmission. Hein. Je vois quelque chose, je vis dans un contexte et je vais me construire là-dessus et avoir une représentation de ça. Et c'est cette représentation, en fonction de ce contexte, qui va faire de nous quelqu'un qui est construit de telle ou telle façon. Et donc, effectivement, avec soit des difficultés à gérer des frustrations, soit avec des troubles, alors carrément psychiatriques, soit avec une absence de limite, parce que je me suis représenté le monde comme ça. D'accord, mais 57 coups de couteau, je veux dire, pour être capable d'infliger 57 coups de couteau à une jeune fille, a priori avec qui il avait une relation au départ. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un acte qui a été prémédité, et du coup ça tourne depuis un moment et un beau jour, boum, ça éclate? Ou alors est-ce que c'est une folie passagère et une espèce d'isolement dans une folie Tout est possible. On ne peut pas définir une chose en disant voilà, sauf si on a fait l'expertise et que en fonction de cette expertise, eh bien nous pouvons dire que c'est quelqu'un qui a une structure psychique perverse avec de la préméditation, avec une représentation paranoïaque du monde. Alors, on a pu voir, notamment au travers de ce cas-là, sur tout ce qu'il avait écrit, là, la fameuse charte, enfin, c'est pas tout à fait une charte, le mot m'échappe, où là, il a une représentation du monde extrêmement persécutive. D'accord ? Donc, en fait, il faut amener... il veut de l'écologie partout, il attaque la politique, bon. Et donc, il se construit comme ça, et au fur et à mesure, il a des comportements... Enfin, il ne faut pas oublier non plus qu'il s'est scarifié le front, vous voyez. Qu'est-ce que veut dire cette scarification pour lui? Est-ce que c'est un signe qui vient dire que pour une partie de lui-même, c'est toujours... On est imbriqué de plusieurs parties, une partie de lui-même où il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, il se scarifie le front. Et alors, 57 coups de couteau, c'est quelque chose d'abord d'une pulsionalité violente extrême
c'est la violence. Si vous voulez, il n'est pas en train de compter, j'ai décidé d'en mettre 57. Donc, en fait, il est dans cette extrême violence-là, et qui s'est arrêté à 57, qui aurait pu s'arrêter à 62 et qui aurait pu s'arrêter à 3 ou à 40. Mais ce que ça nous montre, c'est qu'il est dans une crise délirante, violente, il n'a pas accès à l'élaboration à ce moment-là. Donc la grande question, ça va être de savoir, est-ce que c'est un enfant, enfin un jeune adulte, il a 16 ans, qui avait déjà des troubles psychiatriques, et il était dans ce qu'on appelle éventuellement une BDA, une bouffée délirante aiguë, qui arrive à ce moment-là, ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'est construit de façon extrêmement perverse, et cette perversion-là l'amène à cette violence-là, étayée par sa paranoïa sur le monde, et où il a besoin de cette toute-puissance pour venger le monde. Et malheureusement, c'est sur cette jeune fille avec qui, effectivement, il avait eu un affect. Donc ça, c'est pas un détail. C'est-à-dire qu'il choisit pas quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il choisit quelqu'un... Alors, dans sa représentation, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais il choisit quelqu'un qu'il connaît. Alors, on se quitte quelques minutes parce qu'il y a une courte page de publicité à laisser passer, mais on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. La vie en mieux, spéciale éducation. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 pour parler de la violence qui s'empare de certains adolescents, pouvant conduire à des actes criminels, comme dernièrement pour Louise, 11 ans, poignardée par Owen, Lorraine, lycéenne, poignardée 57 fois par Justin P. dans le Gard, le fidèle musulman qui a reçu plusieurs dizaines de couteaux par Olivier H., 20 ans. Je suis avec Brigitte Pro, enseignante et psychopédagogue. Psychopédagogue, c'est ça. Et Marilyn Baranès, spécialiste du traumatisme et experte judiciaire. Alors, on parlait tout à l'heure de ces 57 coups de couteau, de cette folie meurtrière à un instant T. Moi, il y a quelque chose qui me choque dans le cas de Owen et de la petite Louise. Comment ce garçon, qui trouve les moyens le plus sereinement possible d'emmener cette gamine sous un prétexte dans le petit sous-bois, de la tuer de plusieurs coups de couteau, revient chez lui comme s'il n'avait rien fait, demande à sa copine de lui mettre un pansement parce qu'il est légèrement écorché, et reprend le cours de sa vie comme s'il ne s'était rien passé. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette facilité à passer d'un acte abominable à la vie normale? Je trouve ça d'une perversité. Est-ce que c'est maintenant le fil conducteur de ces actes abominables? Les jeunes ont en eux une forme de perversité aujourd'hui, peut-être exacerbée par les réseaux sociaux, les jeux vidéo et tout ça, hein, mais... On peut pas faire de généralité. Manifestement, en tout cas dans le cas d'Owen, il revient tranquillement parce qu'il essaye de se cacher. Oui, il a cette capacité. Oui, mais vous savez, la peur de se faire prendre, c'est-à-dire que vous pouvez avoir ce moment, ce qui montre qu'il est tout à fait capable de réfléchir. C'est surtout ça que ça montre. C'est-à-dire qu'il rentre chez lui comme si de rien n'était. Bah, il a donné il a tué une petite fille. Et alors, ce que ça montre, ça montre déjà quelque chose de totalement pathologique, c'est-à-dire qu'un manque d'empathie, absence de reconnaissance de l'altérité, c'est-à-dire que l'autre existe, il est dans sa bulle. On sait qu'il avait joué à des jeux vidéo, qu'il n'était pas content d'avoir perdu, etc. Bon, ça, Dieu merci, tous les enfants qui perdent aux jeux vidéo vont pas se mettre à aller tuer quelqu'un. Mais on sait surtout que c'est un enfant, je rappelle, qui lui, il a 23 ans, c'est un homme qui avait déjà eu de la violence vis-à-vis de sa sœur, et où il y a eu déjà une plainte qui avait été faite à la police. Donc c'est déjà quelqu'un qui est violent. Alors, ce qu'on peut dire d'une façon générale sur la violence, c'est que de toute façon, c'est toujours une analyse d'un ensemble de facteurs complexes. La violence, ça peut être... D'ailleurs, c'est des facteurs complexes imbriqués. Donc...
il n'y a jamais un facteur isolé qui va faire que un facteur isolé, hop, va amener quelqu'un à aller donner 57 ou X coups de couteau. Donc on a des troubles de la personnalité, on a de l'impulsivité, donc tout ça ce sont des troubles, on a des traumatismes et abus, c'est-à-dire est-ce qu'on a vécu ça, qui vont faire que on va avoir un problème psychique. Il y a de la question psychiatrique à proprement parler avec de la dissociation, il y a des attitudes déshumanisantes. Il y a des gens qui se construisent, des enfants, avec cette attitude déshumanisante. On a des dysfonctionnements cérébraux. Donc, en fait, il y a un ensemble de choses. Tout ça, ça ne se voit pas, par exemple, en classe, Brigitte, ça ne se voit pas, ça ne peut pas se déceler? Alors, en classe, les enseignants, 9 enseignants au collège, 25-30 élèves dans la classe, des délégués, la vie scolaire. Évidemment, on ne peut pas passer à côté, en tout cas, de comportements symptomatiques. Simplement, en termes de diagnostic, c'est bien la sphère médico-psychologique ou bien la sphère médicale qui peut poser un diagnostic et qui peut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, poser une expertise et évaluer à partir de là ce qu'il en est du comportement de cet adolescent. Et c'est vrai que ça se construit, et c'est l'histoire aussi de l'historique, c'est-à-dire l'année d'avant, l'année encore d'avant. Donc, le rôle de l'école, là, forcément, l'équipe pédagogique ne pouvait pas passer à côté, effectivement, de symptômes. Or, ce qui se passe à l'intérieur de lui, et comme vous dites là, madame, c'est complexe. Et donc, à un moment donné, le passage à l'acte, c'est important qu'il y ait une véritable évaluation précise et une expertise et une information à l'école, aux parents. Et là, il y a une espèce de trio à l'œuvre, c'est-à-dire l'école, que voit-elle, que dit-elle effectivement aux parents, les parents qui consultent. Et pour moi, il n'y a pas assez aujourd'hui, en tout cas, même si tous ces cas-là sont des exceptions évidemment, de communication entre ces trois parties, entre ces trois instances-là. Et il y aurait une communication tout en respectant le secret médical, évidemment. Là, ça changerait pas mal de choses. Et il y a beaucoup de silence aussi autour de tout cela. Et il s'agit aussi de voir que ce qu'entendent les jeunes, des adultes, des enseignants, des parents, médiatiquement, ils entendent quoi? Les enseignants qui ont peur, les parents qui ont peur, ils voient chez eux que souvent les parents marchent sur des œufs pour leur parler, craignent aussi leur réaction, etc. Donc, il s'agit que aujourd'hui, les adultes s'affirment et s'affirment en tant qu'adultes, vraiment. Ouais. Mais dans cette société, depuis 15 ans, c'est très difficile, cette histoire-là. Puisqu'il y a eu effectivement toute la question de tout ce qui est vraiment l'individu, son bien-être, chacun avec son nombril. Et là, il y a évidemment une co-responsabilité de nous tous, évidemment. Qui doit être en tout observé, cas, du côté de l'école, dans une classe, on ne peut pas passer à côté de symptômes. Après, il n'y a pas de diagnostic dans le cadre scolaire, évidemment. Le couteau, c'est l'élément, c'est le dénominateur commun. Pourquoi le couteau? Parce que finalement, tout le monde peut le prendre n'importe où, dans une cuisine, Il y a une symbolique derrière le couteau, ou est-ce que c'est vraiment parce que c'est l'arme la plus facile à se procurer? Écoutez, on peut faire de la psychanalyse et parler d'une représentation phallique du couteau. Mais je crois, pour rester simple, le couteau, c'est facile. Alors le couteau, j'ai deux choses à dire. D'une part, dans l'ambiance du monde actuel, le couteau sert aussi à se protéger. C'est-à-dire que il y a aussi des gens, des jeunes, qui pourraient, et qui peut-être... finalement, c'est facile à prendre au cas où j'ai un couteau pour me défendre. Ouais. Donc ça, c'est déjà... parce que faut pas oublier que dans les médias, mais dans les médias, parce que le monde est ainsi. C'est-à-dire qu'on allume les informations, la radio, la télévision, et qu'on entend des choses terribles. Donc, il y a des jeunes qui vont dire, moi, je prends un couteau, parce que s'il y a quelqu'un qui veut me prendre mon portable, etc., et que je suis en mesure de me défendre, au moins, je pourrais me défendre. Bon. Et puis, il y a celui qui va prendre le couteau sciemment,
pour aller tuer. Bon, donc ça, voilà pourquoi le couteau, à mon avis, c'est parce que c'est vraiment très très simple et qu'on n'est pas aux États-Unis et on n'a pas ici, il faut des ports d'armes et voilà. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voulais dire pour rebondir sur vos propos précédents, c'est que effectivement, la communication, c'est important. Effectivement, a priori, on va dire que les professionnels sont capables de réparer des troubles chez un enfant, ou aussi, parce que ça existe dans la sémiologie psychiatrique, il y a ce qu'on appelle des familles pathologiques. Donc, avec des dysfonctionnements à l'intérieur de la famille, parce que le père n'a pas vraiment le rôle du père, parce que le fils ou la fille prend la place de l'autre, enfin, ça dysfonctionne. Quand ça dysfonctionne, eh bien, ça peut effectivement provoquer des troubles, des frustrations, des troubles graves. Mais ce que je veux dire, c'est que un enfant qu'on repère avec, on va dire, des bizarreries, d'accord ? On se dit, tiens, il parle vraiment jamais, où il ne fait que parler, où il est agité, où il est violent, où il est agressif, où il est victime. C'est quelqu'un qui prend des coups, etc., et qui ne dit jamais rien. Bon, tout ça, c'est des choses qu'on peut repérer. Oui. Donc, je voudrais démystifier la question de l'aide. Et donc, il y a des professionnels qui s'appellent des psychologues, qui s'appellent des docteurs en psychologie clinique, qui s'appellent des psychiatres. Psychiatre, ça ne veut pas dire fou, ça veut dire quelqu'un qui connaît aussi les mécanismes, d'accord ? Bon. Et les psychiatres, souvent, quand ils n'ont pas de médicaments à donner, par exemple, eh bien, ils vont adresser à un psychologue clinicien, bon, pour aider l'enfant, la personne, l'adulte, à mieux gérer sa vie, mieux se gérer soi-même. Donc je voudrais faire un appel général et dire, mais allez consulter, c'est pas honteux d'aller se faire aider. J'ai l'impression qu'il y a encore un tabou. Mais il y a en France un tabou, c'est sûr et certain. Tous les anglo-saxons, ils ont tous un psy. Un psy, absolument. Donc en fait, dans les réunions amicales, mais au Brésil, c'est pareil. En fait, chacun raconte sa petite expérience avec son psy, et c'est d'ailleurs toujours très sympathique. Oui, c'est très libéré comme parole. Mais en fait, ce n'est pas honteux de dire, bon, je sens qu'il y a un truc qui va pas, il y a quelqu'un qui va m'aider à voir ce que je ne vois pas. C'est ça, le métier de psychologue. Et ça, il faut l'accepter. Donc, il faut l'accepter. Donc, les enseignants doivent... Ben oui, mais il faut l'accepter. Pour l'accepter... Non, mais en tant que parent, il faut l'accepter. Mon fils, ma fille a peut-être besoin d'aide. Je passe le cap c'est de l'aide. C'est-à-dire que les problèmes psychologiques, il n'y a pas de médicaments. Ce n'est que la parole. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, quand on a mal à la gorge, on va voir le médecin généraliste et il nous donne éventuellement un antibiotique et on va lui demander de l'aide. Monsieur, j'ai mal. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour moi? Là, eh bien, pareil. Quand j'ai quelque chose dans mon comportement qui est bizarre, je dors pas, je mange trop, eh bien, madame, monsieur, j'ai besoin d'aide, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je n'ai pas de comprimé, donc c'est la parole. Libère. Merci à toutes les deux. On va refaire une autre émission parce qu'il y avait trop de choses à dire. Et là, le temps qui nous est imparti s'est écoulé. Beaucoup Merci à toutes les deux. La santé mentale de nos ados. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine émission, une autre question d'éducation. Belle semaine à l'écoute de Sud Radio. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, la vie en mieux, @sudradio.fr. À la semaine prochaine. Academia vous a présenté La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully.